Kaname, un type lambda, un peu paumé, n'a jamais entendu parler de Hunger Games, pour le meilleur ou pour le pire, il aurait bien aimé, car sa vie en devient un après s'être fait piéger en ouvrant l'icône d'un jeu maudit sur son smartphone. Une nuit, on voit Amanda, l'ami de Kaname, courir dans les rues comme s'il avait un psychopathe aux trousses. Et devinez quoi? C'est exactement le cas. C'est un furieux déguisé en mascotte d'ours, qui le poursuit avec un couteau. Amanda se demande qui appeler à l'aide. Il pense à son ami Kyoda, mais se dit qu'il ne peut pas lui faire assez confiance, alors il appelle Kaname à la place. Malheureusement, il se retrouve dans une impasse, et le type en fourrure le rattrape. Au lieu de se faire dessus, il tente de riposter, et lui lance une flopée de cutter, comme un gamin de maternelle. Le type en fourrure esquive les lames sans effort, puis lui tranche la gorge comme un pro. Après ça, il reste là, contemplant sa nouvelle prise, qui vient de se faire découper, éviscérer et perdre. Le lendemain matin, on voit Kaname Mater, des motos d'occasion bien stylées en ligne, tout en se lamentant sur sa misère et ses poches vides. C'est alors que son ami, Yoda, s'approche et lui demande s'il a vu le street art devant la gare. Il lui dit que récemment, des silhouettes pixelisées de corps sont apparues partout à Shibuya, et que les gens en sont dingues. Il lui montre des photos, trouvant ça à la fois flippant et super intéressant. À ce moment-là, leur ami Hiroyuki entre et leur demande s'ils ont vu la tronche d'Amada quelque part. Ils répondent qu'il est peut-être absent, puis lui demandent comment Amada et lui ont eu leur nouvelle moto et s'ils ont trouvé un petit boulot en or. Hiroyuki répond que pas du tout et leur dit de le prévenir s'il voit Amada. C'est alors que Kaname mentionne avoir reçu une étrange notification de sa part la nuit dernière et décide de la consulter sur le champ. Il voit que c'est un lien de téléchargement pour un jeu mobile gratuit et l'ouvre instantanément comme un geek. Le jeu s'appelle Darwin's Game et il se demande si Ama n'est pas devenu accro, d'où son absence à l'école. Sachant de quoi il retourne, Hiroyuki se retourne et dit à Kaname de ne surtout pas ouvrir l'application. Mais tel un joueur de League of Legends typique, il décide de faire exactement l'inverse et lance le jeu. Soudain, un serpent sort de l'écran et le mord au cou. Kaname s'effondre au sol, tel un PNJ de bas étage. Pendant ce temps, l'écran du mobile affiche qu'il est confirmé comme nouveau joueur, que son ami Amada est déjà mort et que le jeu commencera dans 1 heure. Ses amis traînent son pauvre corps jusqu'à l'infirmerie et le mettent au lit. Il dort un petit moment et reprend vite ses esprits. L'infirmière lui dit de retourner en classe s'il se sent bien, mais il répond qu'il se sent affreux et remplit un formulaire pour partir plus tôt. Après ça, il sort et retrouve Hiroyuki et Yoda, qui comptent aussi sécher les cours. Yoda propose un karaoké, mais Hiroyuki s'approche de Kaname et lui dit qu'il doit lui parler sérieusement du jeu qu'Amada lui a envoyé et qu'il passera le voir chez lui ce soir. Kaname se demande ce que ce geek lui raconte, mais acquiesce et le laisse partir. Il va ensuite profiter de la journée avec Yoda. Plus tard dans l'après-midi, en rentrant chez lui en train, il décide de faire la chose la plus stupide qui soit. Il ouvre l'application du jeu, faisant exactement le contraire de ce que son ami lui avait formellement déconseillé quelques heures plus tôt. Il voit son personnage chibi à l'écran et se dit qu'il s'inquiétait pour rien, que ce n'est qu'un jeu normal. Ses compteurs de bataille et de victoires affichent un 0 rouge avec le bouton démarrer en dessous. Il appuie, se met en file d'attente et est instantanément jumelé avec le tueur psychopathe en fourrure, Banda. Kaname reconnaît le type en fourrure comme la mascotte du club de baseball local et se demande comment le jeu a pu obtenir son nom pour l'avatar, alors qu'il n'a même pas encore créé de compte. C'est alors qu'il se retourne et voit le vrai Banda assis en face de lui, un couteau à la main. Il se lève et s'approche de lui comme un psychopathe, puis lance une attaque lourde sur Kaname avec son couteau. Kaname esquive sur le côté et demande ce qu'il fait, mais Banda continue de l'attaquer sans un mot. Kaname bloque son couteau avec son sac, puis lui donne un coup de pied avant de s'enfuir pour sauver sa peau et de descendre du train. Il court vers un poste de police voisin et dit à l'agent que ce cinglé essayait de le tuer. L'officier de police pense qu'il l'a frappé et tente d'arrêter Banda, mais celui-ci lui dit qu'il n'est que de la chair à canon et le tranche d'un seul coup. Il s'approche ensuite de Kaname pour le coup de grâce, mais reçoit soudain une flèche d'arbalète dans le dos. Il s'avère que c'est Hiroyuki, armé, qui se tient derrière lui. Il dit à Kaname qu'il gagnera le match s'il parvient à échapper au tueur ou à laisser le chrono s'écouler sur son écran. Banda utilise une technique d'invisibilité et disparaît de la scène, comme par magie. Mais Hiroyuki lui dit d'activer son Sharingan et lui loge une autre flèche dans le casque. Banda est surpris, son invisibilité disparaît, mais il fonce droit sur lui comme un fou et le poignarde à l'estomac. Kaname relève Hiroyuki et sort pour l'emmener à une ambulance. Il lui demande ce qui se passe et comment Bano est devenu invisible. Hiroyuki explique que ce doit être le pouvoir de son sigil et que c'est ça, le jeu de Darwin. Kaname emmène ensuite Hiroyuki dans un parking souterrain où il se cache dans de la mascotte sadique en fourrure. Il essaie d'appeler une ambulance, mais Hiroyuki lui révèle que tant qu'il est dans le jeu, il ne peut ni appeler ni envoyer de messages à quiconque en dehors. Ils restent tous les deux là,
observant Banda les chercher dans les parages. Quand deux joueurs sont en match, leurs écrans affichent approximativement la position de l'autre, facilitant la traque du tueur. Banda finit par localiser leur position dans le parking et y entre, tandis que nos gars restent cachés. Kaname reçoit un message de quelqu'un nommé Shuka, qui lui dit qu'elle peut l'aider s'il le souhaite. Hiroyuki lui dit de s'enfuir et de le laisser derrière, qu'il sera bien plus en sécurité si sa cible potentielle s'éloigne de lui. Après avoir entendu ça, Kaname descend et se montre à Banda, puis court partout, le faisant le poursuivre comme dans un dessin animé des Looney Tunes. Il finit par attirer Banda vers les toilettes, où il se cache dans les casiers. Banda entre et lance un « surprise enfoiré » en sortant un flingue de sa poche. Il dit l'avoir pris à l'officier de police plus tôt et commence à tirer sur toutes les cabines. Mais à ce moment-là, Kaname sort sa carte Uno Inversion et lui saute dessus par derrière avec un extincteur le projetant au sol. Il se met alors sur lui et commence à le frapper, mais Banda le repousse d'un seul coup de poing au visage, puis s'approche de lui, son couteau et son invisibilité activée. Kaname se croit perdu, mais c'est alors que l'armure scénaristique entre en jeu. Truck-kun envoie son petit cousin, Car-kun, conduit par une paire d'idiots, qui percute le furieux invisible et le projette violemment contre le mur. Après ça, ils pensent avoir percuté quelqu'un et s'en vont en vitesse. Une fois les PNJ partis, Banda redevient visible et révèle qu'il a perdu. L'écran de Kaname confirme le fait, puis il voit Banda disparaître petit à petit, comme une réalité virtuelle pixelisée. Il dit qu'il s'est amusé à jouer, contrairement à son boulot de merde, et s'évanouit de la scène, ne laissant qu'une silhouette corporelle pixelisée là où il est mort. Après ça, Kaname se souvient qu'il a un ami mourant en bas, et se met à courir vers lui en appelant une ambulance. Mais quand il arrive sur place, il ne voit qu'une silhouette corporelle, et réalise qu'Hiroyuki est mort. C'est alors qu'il reçoit son dernier message, qui lui dit de survivre. Quelque part sur un toit, la fille blonde, Shuka, reçoit une notification. Son ami de jeu, Kaname, a vaincu Banda. Elle dit qu'elle est impatiente de jouer avec lui. Le lendemain matin, Kaname se réveille chez lui et lit les journaux de son compte de jeu. Ils indiquent qu'il a gagné un match classé et a obtenu 10 points. De plus, il est monté au rang des 3, et sa vie est toujours aussi misérable, mais il a débloqué la fonction gacha. En lisant ce mot, il pense un instant à Asmongold, puis tente sa chance au gacha rare pour un point et gagne un pistolet 2 étoiles. Soudain, une livraison d'Amazon est jetée à l'intérieur de son appartement. Il ouvre la boîte et y trouve un pistolet, se demandant à quel point ce jeu est tordu. Après ça, il discute avec Shuka par SMS et il décide de se retrouver dans un entrepôt abandonné la nuit où elle lui expliquera les détails du jeu. Au début, il est sceptique à l'idée d'y aller, mais décide d'y aller quand même, sinon il n'apprendra jamais rien sur le jeu. Il laisse son pistolet, mais investit tout son argent de poche dans un sac à dos rempli d'outils d'autodéfense. Pendant ce temps, des joueurs du 8e clan mettent une raclée à des membres Yakuza et les anéantissent complètement, tuant tout le monde, y compris leur chef. Ils semblent enquêter sur les récentes morts de joueurs, et l'une d'elles reste une affaire non résolue pour eux. Plus tard cette nuit-là, Kaname retrouve Shuka dans l'entrepôt. Elle l'autorise à poser une question avant de lui faire entièrement confiance. Il lui demande comment quitter le jeu, mais elle répond que, jusqu'à présent, la seule façon est de mourir ou de le gagner entièrement. Il pense que c'est n'importe quoi, mais elle répond qu'elle n'a pas fait les règles et qu'elle n'est qu'une joueuse. Après ça, elle le questionne à son tour sur son sigil. Elle explique que lorsqu'un nouveau joueur commence, il est mordu par un serpent qui lui confère des pouvoirs évolutifs uniques lui permettant de jouer. Même s'ils ne savent pas quand, ils devraient pouvoir l'utiliser naturellement. Et c'est aussi indiqué sur leur écran. Kaname vérifie son écran pour le nom de son sigil, mais il n'affiche qu'une erreur. Shuka dit qu'elle ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui ne connaît même pas son sigil. Après ça, elle compte l'attaquer, mais Kaname l'aveugle avec une lampe torche et s'enfuit pour sauver sa peau. Il fonce vers l'entrée, mais Shuka ferme la porte avec la télécommande, puis l'attaque par derrière avec une chaîne modifiée. Kaname s'enfuit et se cache derrière des tuyaux, mais Shuka allume toutes les lumières et court à découvert. Il essaie de vérifier toutes les sorties, mais elles sont toutes verrouillées, et Shuka lui dit qu'il n'a plus nulle part où fuir. Elle dit qu'elle y allait doucement pour qu'il lui montre son sigil, mais que ça s'annonce décevant, et décide de l'achever avec ses chaînes. Son sigil lui permet de contrôler ses chaînes par la pensée, et elle les utilise pour le poursuivre tandis qu'il court pour sa vie. En s'enfuyant, Kaname adopte la mentalité d'un joueur de League of Legends et commence à se plaindre du design du jeu et de l'équipe d'équilibrage de Riot, criant que s'il avait une arme maintenant, il n'aurait pas pu riposter. C'est alors qu'un pistolet apparaît soudainement dans ses mains. Il se demande si Morda a enfin écouté sa prière et se retourne pour tirer sur Shuka. Shuka est surprise de voir une arme apparaître dans ses mains et esquive de justesse la balle. Après ça, Kaname continue de courir tandis que Shuka le poursuit. Il n'arrête pas de lui dire d'appeler ça un match nul, qu'il ne veut vraiment pas se battre contre elle. À un moment, il a eu le temps de reprendre son souffle, et il repense à ce qu'elle a dit sur le sigil, aussi naturel que respirer.
Il repense au moment où il a fait apparaître le pistolet dans sa main, puis utilise son sigil pour créer du ruban adhésif et du fil, et lui tend un piège. Après ça, il l'attire près du boîtier électrique et lui tire dessus avec le pistolet scotché à un tuyau. Shuka esquive la balle, mais cela éteint les lumières. Kaname révèle qu'il avait ajusté ses yeux à l'obscurité au préalable pour pouvoir l'attaquer dans le noir, puis fonce vers elle en esquivant ses chaînes. Une fois proche, il crée un pistolet paralysant dans ses mains, pousse Shuka au sol, puis se met sur elle, son pistolet pointé sur son visage. Il lui dit qu'il ne veut pas qu'elle disparaisse petit à petit comme les autres, et elle réalise qu'il dit la vérité et qu'il ne sait pas du tout de quoi il retourne dans ce jeu. Elle dit que c'est la mesure de perte totale de points et accepte la défaite, affirmant qu'elle obéira désormais à ses ordres. Une partie de ses points est transférée à Kaname, et notre héros gagne sa première membre de harem. Une fois le combat terminé, il s'effondre sur ses genoux et s'endort pour ouvrir les yeux le lendemain dans son lit. Après s'être levée, elle lui dit qu'elle aimerait qu'il crée un clan avec elle dans le jeu. Elle lui parle aussi de la fonction abri qui permet aux joueurs d'échanger 10 points pour que leur nom soit retiré de la liste des compétiteurs de matchs de classe. Kaname vérifie son solde, qui était maintenant de 639 après sa victoire contre Shuka la nuit dernière. Après avoir digéré tout ça, il accepte sa demande de créer un clan, et elle lui dit que pour créer un clan, il faut être au moins de rang B2. Il lui demande si ce ne devrait pas être elle qui crée le clan, puisqu'elle est déjà rang A4, mais elle répond que dans ces situations, un garçon doit prendre les devants, et on sait tous où ça mène, n'est-ce pas? Sur ce, elle lui dit qu'elle les appellera ce soir, et ils se séparent. Sur le chemin du retour, Kaname essaie de convertir 10 points en argent, juste pour voir comment ça marche, et il reçoit 1 million de yens sur son compte bancaire. Pour vous, les geeks français, c'est environ 6700 € de plus que ce que vous avez sur votre livret A. Le lendemain, Kaname se rend à la statue Moai de Shibuya, recouverte d'une bâche en plastique, pour une raison inconnue. Bientôt, Shuka arrive sur les lieux et dit qu'ils vont avoir leur premier rendez-vous. Il l'interroge sur la notification d'événements qu'ils ont tous reçus. Elle dit que l'événement aura lieu là, à Shibuya, et qu'il est tout naturel pour eux de se familiariser avec les lieux avant que ça ne commence. Elle ajoute que pour l'instant, ils iront au parc Yoyogi, et en chemin, elle lui expliquera quelques règles du jeu. Règle numéro 1, ne jamais parler du jeu aux normaux, ni divulguer d'informations à des personnes extérieures. Il est donc préférable de l'appeler simplement le jeu en public, et certains l'appellent aussi le D-Game. Elle lui dit ensuite qu'il faut être particulièrement vigilant autour de Shibuya, car récemment, un incident s'y est produit où 12 personnes ont perdu et sont mortes près de la statue bâchée. L'endroit est aussi contrôlé par le 8e clan, donc il y a généralement beaucoup de joueurs dans la zone. Après ça, ils retournent à la gare et visitent quelques centres commerciaux, pendant que Shuka fait du shopping. Pendant ce temps, une joueuse, l'analyste, qui surveille Kaname et ses exploits, transmet des informations sur lui à un membre du club de boxe d'Anjo. En retour, elle demande des informations sur la récente notification d'événements de chasse au trésor. Il répond que la seule chose qu'il sait, c'est que tous les joueurs n'ont pas reçu cette notification. Après ça, il se dirige vers la gare, car il a ses propres plans pour Kaname. D'un autre côté, Kaname attend dehors que Shuka finisse de se maquiller et se fait soudain voler son téléphone par le boxeur du club qu'il cherchait. Le type révèle son visage et lui dit de le suivre. En chemin, il dit que normalement, on ne peut pas utiliser le téléphone d'un autre pour jouer, mais que perdre le sien reste un problème. Alors il ferait mieux de le suivre discrètement. Après ça, il l'emmène dans une ruelle et dit que les gens parlent de lui comme du noob solitaire, qui a battu le tristement célèbre chasseur de rookies en fourrure et la reine invaincue. Sur ce, il le défie en duel immédiat, et dit qu'il a toujours voulu se mesurer à un joueur fort et grimper dans le classement. Kaname répond qu'il ne veut se battre contre personne et qu'il a juste été aspiré dans le jeu, sans savoir dans quoi il s'engageait. Mais l'autre type n'a rien voulu savoir de ses jérémiades et a commencé à se battre en lui assénant des coups de coup de poing dignes d'un train. Il lui assène immédiatement un coup solide au visage et le met à terre. Déçu, il lui dit d'appeler Shuka ou quiconque lui change les couches et qu'il les attendra avant de l'achever. Mais alors, Kaname lance un « surprise, enfoiré » et le frappe à la jambe avec un pistolet paralysant. Il dit qu'il ne travaille avec personne et joue seul et se prépare à frapper à nouveau. Le boxeur se demande où il cachait ce pistolet. La première pensée qui lui vient est « dans son cul », mais il reprend ses esprits et dit que ça doit être lié à son sigil. Après ça, Kaname fonce vers lui et essaie de le frapper à nouveau avec le pistolet paralysant, mais il le repousse d'un coup de genou au visage. Kaname recule et prend son téléphone en otage en y posant son pistolet paralysant, disant qu'il va le griller s'il n'accepte pas la défaite. Pendant ce temps, Shuka sort de la salle de bain et se demande où est passé son esclave, puis reçoit un appel de l'analyste qui lui dit qu'elle a enquêté sur la personne qu'elle cherchait et qu'il semble qu'elle n'appartienne pas au club de boxe d'Anjo. Elle dit ensuite qu'elle a aussi vérifié le 8e clan et bien qu'elle ait peu d'informations sur leur nouveau membre, Sig, elle ne pense pas que ce soit leur homme. De plus, elle n'a quasiment aucune info sur Wang, car il a tué tous ceux qui l'ont rencontré et faire parler les morts ne fait pas partie de ses compétences. Shuka dit qu'elle la paiera le triple si elle trouve des infos sur la personne qu'elle cherche.
L'analyste lui demande alors si elle veut des infos sur Kaname. En entendant son nom, Shuka devient folle et lui dit de lui donner toutes les infos qu'elle a sur lui, et elle la laissera vivre. Après ça, elle sort pour le trouver et le voit se battre contre le boxeur blond dans la rue. Elle commence immédiatement à attaquer le boxeur avec ses chaînes, mais il les esquive toutes. Après ça, Kaname le menace une fois de plus et le type se rend. Il se présente alors comme Inukaive du club de boxe Danjo. Il récupère son téléphone et dit que l'événement de chasse au trésor est sur le point de commencer. Ils regardent tous leurs écrans de téléphone et soudain, des boîtes de téléportation enveloppent leur corps. Shuka dit que ça arrive avant la téléportation pendant les événements, et qu'il semble qu'ils vont tous être séparés. Sur ce, Kaname est envoyé dans une chambre d'hôtel et il regarde son écran se demandant si c'est juste un jeu de chasse au trésor normal et amical. Il y a un total de 300 joueurs dans le jeu, incluant Wang, l'analyste et d'autres. Le but de l'événement est de collecter des anneaux, et quiconque ne parvient pas à en collecter au moins 3 avant la fin de l'événement verra sa partie terminée. L'édition Chasse au trésor débute avec une fille en uniforme scolaire attaquant Wang avec une attaque de flamme, mais tombant instantanément du toit vers sa mort, marquant le début de ce festival de boucherie. D'un autre côté, Shuka parcourt les rues de Shibuya à la recherche de son animal de compagnie, Kaname, lorsqu'elle tombe sur la silhouette du corps de la fille tombée plus tôt. Des gens sont rassemblés, prenant des photos, mais soudain, un bruit aigu vient du ciel, et une fois terminé, tous les normaux rentrent chez eux comme hypnotisés. Shuka remarque qu'ils ne veulent sûrement pas que les normaux mettent leur nez dans l'événement, alors ils les ont tous fait partir. De retour à l'hôtel, Kaname lit les instructions de l'événement, et la mascotte, Serpent, de l'application NAR, que c'est une chasse au trésor où les joueurs peuvent accumuler beaucoup de points. Le trésor est dispersé dans la zone sous forme de 7 types d'anneaux différents, chacun orné de gemmes uniques. Chaque anneau peut être échangé contre un nombre spécifique de points, et les joueurs peuvent donc se battre pour les obtenir s'ils le souhaitent. Tous les participants sont en mode Battle Royale, mais la fonction de recherche est désactivée jusqu'à la fin de l'événement. En plus de ça, ils ont accès à des applications de cartes et de caméras AR, qui les aideront dans leur chasse. Et attention, tout joueur qui n'aura pas au moins 3 anneaux à la fin de l'événement perdra la partie et sera envoyé, disons, au pays des merveilles. Quitter la zone de l'événement, c'est aussi un game over immédiat. Kaname réalise qu'il n'y a que 300 anneaux pour cette première manche, ce qui signifie qu'un tiers des joueurs sera éliminé à la fin. Ça ne sent pas la partie de plaisir, ça. Il décide d'appeler sa maman Shuka avant de faire dans son froc. Mais l'opératrice lui dit qu'il ne peut pas, car ils sont en jeu. On ne peut contacter les autres qu'avec leur chat buggé intégré. Il utilise ensuite l'appli de carte et voit plein d'anneaux, puis l'appli caméra AR pour constater que la ville ressemble à des ruines à travers l'écran. En plus, des lumières rouges indiquent des anneaux à divers endroits, et l'une d'elles est juste à côté de lui, sous son lit. Il se baisse, attrape l'anneau, et surprise, c'est un anneau doré de Sonic le Hérisson, de la bonne vieille Sega. Via la caméra AR, ça ressemble à un bracelet de rubis, et ça vaut 500 points, soit 335 000 $, bien plus que ce que la pauvre elle n'aura jamais. Il ouvre sa porte pour sortir, mais manque de fer dans son froc en voyant une silhouette juste devant sa chambre. Il essaie de longer le mur pour l'éviter, mais se retrouve piégé par une autre silhouette murale et comprend qu'il est dans de beaux draps. Il y a plus d'un joueur dans l'hôtel, il doit fuir dehors s'il veut survivre. Il vérifie les environs avec l'appli caméra AR et remarque des lumières rouges d'anneaux se déplaçant à différents étages, ce qui signifie que des gens les ont ramassés. Il court vers l'ascenseur pour descendre, mais utilise son cerveau pour une fois et prend l'escalier. Il crée un pistolet avec son sigil et remarque quelqu'un arriver à son étage. Il décide de se battre s'il le faut, mais regrette aussitôt en voyant que c'est Ghost de Call of Duty, prêt à le cribler de balles avec sa mitrailleuse. Il dévale les escaliers comme un figurant d'anime, mais voit d'énormes racines bloquer toutes les sorties vers le rez-de-chaussée. Il fonce vers l'ascenseur, mais Ghost le rattrape, le traite de paresseux et lui dit que c'est la fin de la partie. Sans autre choix, il lui jette son anneau et dit qu'il n'a plus rien à offrir, que ça devrait suffire. Mais Ghost continue de le fixer, l'air de se demander si c'est bien vrai. Notre Kaname comprend ce qu'il pense et supplie pour sa vie, affirmant qu'il n'a vraiment rien qui vaille la peine. Mais Ghost lui répond qu'il tient une arme, et que quiconque est prêt à tirer devrait aussi être prêt à prendre une balle. Il lui dit « bye bye » et s'apprête à lui faire la peau, mais sa gâchette se bloque, l'arme ne tire pas. Kaname y voit une opportunité, se retourne, son arme pointée sur lui, et dit qu'il tirera s'il ne se rend pas. Ghost regarde ce petit nerd efféminé et lui dit d'y aller, de tenter sa chance, sachant pertinemment qu'il n'aura pas le cran d'appuyer sur la gâchette. Il répare son arme juste devant lui, puis la pointe à nouveau. C'est alors que l'ascenseur arrive et ses portes s'ouvrent. Ghost passe simplement devant lui, entre et dit que ses balles ne valent peut-être pas la peine d'être gaspillées pour lui, puis s'en va. Une fois parti, Kaname s'effondre, se demandant ce qu'il y a de si amusant à tuer les autres, puis il se dit que malgré tout ce charabia, il doit absolument mettre la main sur 3 anneaux, sinon c'est la mort assurée.
Il accepte ses idéaux de mauviette et se dit qu'au final, s'il veut survivre à ce jeu, il doit tuer les autres. Point final. Bientôt, l'ascenseur arrive et il s'apprête à entrer, mais s'arrête en entendant une jeune fille lui parler par derrière. La fille est en fait l'analyste et elle le prévient que s'il ne veut pas mourir, il ne doit pas prendre l'ascenseur. Il lui dit qu'une gamine n'a rien à faire dans ce jeu et que l'escalier est bloqué par des arbres bizarres, donc l'ascenseur est la seule issue. Mais il se retourne pour regarder dans l'ascenseur et trouve Monsieur Ghost mort, des lianes et des branches lui sortant de partout. La fille lui dit que c'est clair, les joueurs à l'intérieur sont piégés par quelqu'un qui contrôle les plantes et ils les retiennent tous en otage. Kanam dit que d'après son scan précédent, il a vu plus de 10 joueurs dans le bâtiment, et la fille précise qu'ils étaient 25 au début. Elle se présente ensuite comme Rem, l'analyste, et suggère qu'en tant que rat acculé, il devrait Nibé faire équipe jusqu'à ce qu'il s'échappe de cet hôtel. Pendant ce temps, quelque part en dehors de la zone de jeu, les Illuminati se rassemblent pour regarder cette chasse au trésor diffusée en direct. L'annonceur révèle que la meilleure joueuse jusqu'à présent est Shuka, avec 1900 points et 6 anneaux. Elle était à 49 victoires pour 0 défaite avant sa défaite face au Solomu, mais elle reste une combattante redoutable. En deuxième position, c'est le chef du 8e clan, Wong, avec 5 anneaux, mais son clan en possède plus de 18 au total. Après ça, de la 3e place et au-delà, c'est la foire d'empoigne, avec plein de choses qui se passent dans la tour centrale de Shibuya, tout enveloppé de lianes et de plantes. C'est alors que l'hôte du casino arrive et rencontre un vieux monsieur à l'air fortuné. Il révèle son nom, Thémis, et elle se présente comme la gérante de la Trinité. Je suis sûr que Ga aurait son mot à dire là-dessus. Bref, ils regardent tous l'écran pour savourer le spectacle de 4 noobs qui poursuivent Shuka, pensant avoir l'avantage du nombre. Mais Shuka leur rappelle que des noobs sans valeur, ça reste des noobs, peu importe leur nombre, car 0 multiplié par 4, ça fait toujours 0. Elle en tue d'abord 2 et s'enfuit, les laissant s'épuiser à la poursuivre. Ils lui tirent dessus avec leur sigil, mais elle les met au tapis d'une seule attaque et se demande ce que Kaname fabrique. Thémis dit qu'elle aime Shuka, mais le vieil homme préfère les garçons, et dit qu'elle aurait été parfaite si elle avait été un homme. Thémis note son côté misogyne et dit que malgré tout, joueurs et spectateurs profitent de cet événement où l'on se bat pour l'argent et des sigils puissants. C'est une expérience unique, c'est sûr. De retour à l'hôtel, Rin fait un discours motivant à Kaname sur la beauté de la fuite et de ne pas tuer, et ils forment une alliance pour l'instant. Il entre dans l'ascenseur pour voir le corps de Ghost, qui est probablement un vrai fantôme maintenant, et en profite pour copier sa mitrailleuse. Il descend ensuite l'escalier pour voir s'ils peuvent passer les racines, mais il constate qu'il faudrait une tronçonneuse pour ça, et il ne peut pas encore en créer une. Il demande ensuite s'ils peuvent descendre par la fenêtre avec une corde, comme dans les films. Rin lui répond qu'ils sont au 40e étage, et que s'il peut survivre grâce à son plot armor, elle n'est qu'un personnage secondaire, donc pas question de prendre ce risque. Après ça, ils commencent tous à monter les étages. Il lui demande si elle sait qui est derrière ces plantes, et elle répond qu'elle n'a pas assez d'infos pour désigner une seule personne, mais que c'est quelqu'un qu'on appelle le forestier. Il ne se montre jamais et pose des pièges pour tuer avec ses plantes. Elle dit que ça signifie qu'ils seront relativement en sécurité tant qu'ils resteront dans les étages supérieurs. En entendant ça, Kaname se demande si c'est bien vrai, car les joueurs dans les ascenseurs sont morts, alors pourquoi n'ont-ils pas été téléportés et transformés en art de rue, comme les autres? Ça veut dire qu'ils sont tous vivants et pourraient bien le poursuivre. Il utilise sa caméra AR et voit plusieurs joueurs courir après eux au coin du couloir. Il attrape Rin et se met à courir en arrière, et il remarque que tous les joueurs des ascenseurs ont des branches qui leur sortent du corps et qu'ils se sont alliés pour une raison inconnue. Rin lance une grenade flash, les étourdit tous, et ils courent tous les deux à l'étage pour leur échapper. Kaname utilise son téléphone et constate qu'ils les poursuivent toujours, se demandant comment ils connaissent leur position alors qu'ils n'ont pas d'anneau. Rin dit qu'ils sont peut-être tous contrôlés par le fleuriste via une drogue de lavage de cerveau issue de ces plantes, et qu'ils ont peut-être un capteur pour les localiser. Sans plantes autour, ça n'a pas de sens pour Kaname. Il regarde autour de lui et réalise que le fleuriste est dans la salle de surveillance et utilise les caméras de sécurité pour les espionner. Kaname abat la caméra et dit qu'il va aller dans la salle de surveillance pour virer ce voyeur. Après ça, ils courent tous les deux dans le bâtiment et détruisent autant de caméras que possible. Ensuite, ils entrent dans une pièce verrouillée que Rin avait préparée en arrivant. Ils commencent à planifier leur prochain coup et élaborent un plan à deux. Distraire le fleuriste avec des bombes pendant que l'autre le trouve et le bat en duel. Pendant ce temps, le fleuriste envoie ses hommes fouiller tous les couloirs par paire et nettoyer les étages un par un. Une fois ces hommes passés, il se demande où est passé le couple en fuite et réduit leur emplacement à la pièce exacte en se basant sur leur parcours pour détruire les caméras. Il se demande s'ils avaient un sigil leur permettant de forcer une pièce sans les clés, car elles sont toutes au premier étage, bloquées par les arbres. Ces hommes finissent par entrer dans la pièce, mais la trouvent vide. Il note des signes de la présence du couple et dit qu'ils doivent être proches,
Mais soudain, ils entendent tous une explosion venant de quelques étages en dessous. Il envoie ses hommes à la barricade de l'escalier du 26e étage, et on voit Rin essayer de faire sauter les racines avec des bombes. Le plan ne réussit pas car les racines sont trop épaisses, mais c'était dans leur prévision. Elle lance ensuite une grenade flash, étourdit tous les joueurs lobotomisés qui la poursuivent, puis utilise un pistolet paralysant pour se frayer un chemin. Elle se met à courir à l'étage, et on la voit esquiver les balles comme Neo dans Matrix. Il s'avère que son sigil est la capacité de calculer toutes les informations autour d'elle, y compris l'emplacement exact et les effets de chaque atome dans la zone. Cela lui permet de prédire l'avenir dans une certaine mesure, et c'est carrément un plagiat du Sharingan. Cette capacité s'appelle la Plesse, d'après le concept démoniaque, et elle l'utilise pour collecter des infos sur les autres et les vendre afin de survivre dans ce jeu de dingue. En plus, elle peut esquiver les attaques et abattre les autres comme si elle avait un sens de l'observation surdéveloppé. Elle utilise ses capacités surpuissantes pour abattre tous les hommes lobotomisés qui la poursuivent, ce qui fait que le fleuriste s'interroge sur son sigil. Pendant ce temps, Kanam se lâche et descend au premier étage en utilisant une corde suspendue à la fenêtre. Il arrive au hall principal et se dirige vers la salle de surveillance, mais le fleuriste sort lui-même et dit qu'il aimerait discuter avec le garçon avant qu'il ne commence à s'entretuer pour un jeu à la con. Il lui demande ensuite pourquoi il joue, et Kaname répond qu'il a juste été entraîné là-dedans. Le fleuriste lui dit qu'il joue pour l'argent, et qu'une vie humaine vaut entre 100 et 200 millions de yens. Ça fait environ 670 000 à 1 350 000 dollars pour nos amis américains fauchés. Après ça, il enfile son armure végétale et fonce sur Kanam. Il lui lance une bombe, mais ça ne fait rien au type plante, qui saute avec un coup de poing puissant qui brise le sol. Kaname recule pour esquiver et essaie de lui tirer dessus avec son pistolet, mais des plantes sortent du sol et lui arrachent l'arme des mains. Kanam dit que ça veut dire qu'il peut devenir sérieux et utilise son sigil pour créer une mitrailleuse qu'il a copiée plus tôt et commence à lui tirer dessus avec une tonne de balles. Mais à sa surprise, les balles rebondissent sur son armure dure et une liane brise l'arme dans ses mains. Le fleuriste dit que cet échec est mat pour lui car il a percé son sigil. C'est la capacité de créer n'importe quelle arme qu'il a déjà vue, mais avec une limite. Kaname pense qu'il a raison et qu'il ne peut utiliser sa capacité que quelquefois à cause du mal de tête et de la douleur intense qu'il ressent. Il crée alors une autre mitrailleuse et lance une bombe sur le type plante. Le fleuriste dit qu'il savait qu'il allait faire ça, et s'approche de lui, prêt à le frapper, mais Kaname sourit, une grenade flash à la main, les yeux fermés. Il l'utilise pour l'étourdir, puis disparaît. Il s'enfuit, mais le fleuriste le rattrape instantanément et le renvoie voler avec un coup de poing végétal dans le ventre. Il se relève et essaie de lui tirer dessus, mais le fleuriste crée un bouclier, dévie toutes ses balles, puis le repousse avec une autre gifle de sa liane. Kanam tombe au sol et le regarde s'approcher, tel le boss final victorieux. Il se demande si c'est la fin pour lui, mais alors son plot armor s'active et il commence à entendre la voix de l'homme en lui. Son sigil lui parle, lui expliquant qu'il peut non seulement produire des choses qu'il a touchées une fois, mais qu'il obtient aussi toutes les informations sur cet objet et comment l'utiliser au mieux. La dernière fois qu'il a tiré sur le type à plante, il a dû utiliser son bouclier, ce qui signifie qu'il considérait ses balles comme une menace. Avec ces infos, il sait quoi faire pour percer et gagner cette bataille. Grâce à ce power-up de monologue interne, Kanam se relève et commence à lui tirer dessus comme un fou. Il modifie l'arme, réduisant sa durée de vie pour augmenter la pression et la puissance de tir, ce qui permet à ses balles de traverser l'armure végétale. Ils épuisent tous les deux leur sigil et s'effondrent au sol, mais le fleuriste tombe le premier, offrant la victoire à Kanam. Il lui dit de l'achever, mais Kaname lui répond de mourir d'une maladie ou autre, car il n'a aucun intérêt à tuer les autres. C'est alors que Rin arrive par derrière, son arme pointée sur la tête du fleuriste. Elle lui demande des infos sur le nombre d'anneaux dans le bâtiment, et il lui dit qu'il devrait y en avoir environ 24. Après ça, elle lui demande s'il savait que le chef du 8e clan participait aussi à l'événement. Elle dit que la majorité des joueurs puissants ont déjà collecté tous les anneaux de la zone, et que la première étape de l'événement touche à sa fin. Cela signifie que bientôt le 8e clan les attaquera pour leurs anneaux, et comme ils se sont épuisés ici, ils ne pourront ni se défendre ni riposter. Pour leur donner une chance, elle suggère de former un clan improvisé pour combattre le 8e clan, afin d'avoir de meilleures chances de survie. Après avoir formé leur clan Ransack, ils s'allongent pour se reposer et récupérer leur sigil. Kanam dort 3 heures pendant que Rin installe plus de barricades pour tenir les autres à distance. Après le réveil de Kanam, ils se rassemblent tous à un même étage et décident de parler à Ghost. Il lui offre 3 anneaux et le libère en échange de la promesse de ne pas leur être hostile pendant l'événement. Au début, il lui propose de rejoindre leur clan, mais il refuse de faire équipe avec le type plante qu'il a lobotomisé. Il demande ce qu'il en est des 2 autres joueurs avec lui, et ils répondent qu'ils leur ont donné 3 anneaux et les ont laissés partir avec leurs blessures. Une fois tout ça réglé, ils commencent à parler de leur plan pour combattre le 8e clan, et Ghost devient furieux
En entendant leur nom, il dit qu'il pourrait finalement rejoindre leur clan pour se venger de Wong. Kaname ajoute que Shuka sera bientôt là pour les rejoindre à l'hôtel, rendant leur clan fort de 5 hommes. Pendant ce temps, Wong et sa bande décident de tout donner dans cette affaire d'hôtel, de s'en prendre à la bande de mauviettes du Solo Mew et de récupérer leurs 20 anneaux. Pendant que vous digérez ce que je viens de dire, laissez-moi vous expliquer ce qu'il compte faire. Wong décide d'attendre la nuit pour lancer une attaque de grande envergure avec plus de 20 membres de son clan, y compris certains qui ne participent pas à l'événement, pour éliminer les joueurs de l'hôtel et récupérer tous leurs anneaux. Jusqu'à présent, il a collecté plus de 32 anneaux avec l'aide des membres de son clan, et il veut en obtenir plus de 50 pour devenir le champion de l'événement et bénéficier des privilèges spéciaux dont on parle pour ce titre. De retour à l'hôtel, Kaname et les autres se réunissent autour d'une table et discutent de leur plan. Ils se partageront les anneaux équitablement, la moitié des points allant au fleuriste car il a fait le plus gros du travail à cette étape. En plus, ils attendront que le 8e clan les attaque, puis ils les intercepteront quand ils iront chercher les anneaux. Ghost retire son casque et révèle son nom, Ryuji. Il dit qu'il veut se venger de ce sale avare de Wong car ils ont un passé commun, puis demande s'ils vont vraiment tomber dans le panneau avec ce plan. Rin dit qu'ils viendront à coup sûr, mais même s'ils ne viennent pas, ce sera une victoire pour eux, car ils ont tous les anneaux nécessaires juste là. Après ça, elle dit que quelque chose dans les règles de cet événement la dérange, car les points ne sont pas attribués en fonction de la préciosité des pierres, et ça semble vraiment étrange. En plus, dans les règles, il n'est pas mentionné que les anneaux sont le trésor de cette chasse, ni ce qui est aussi requis pour terminer l'événement, ce qui signifie que le vrai trésor est autre chose. Ryuji dit qu'il devrait en parler après s'être occupé du 8e clan, puis demande à Kaname des nouvelles de Shuka, et si elle ne devait pas les rejoindre bientôt. Il dit qu'elle devrait arriver bientôt et vérifie ses messages, mais il est effrayé quand il reçoit un message d'elle demandant de l'aide. De retour à la gare de Shibuya, on voit Shuka marcher dans la station souterraine, tandis qu'une fille aux cheveux blancs la suit sans être remarquée. Elle scanne la zone à la recherche d'anneaux, mais n'en trouve aucun. Elle pense qu'il pourrait y avoir encore des angles morts et continue d'avancer, sentant que quelqu'un l'observe. C'est alors qu'elle est attaquée par de l'eau, mais elle esquive à temps et se demande si c'est le sigil de quelqu'un. Elle les attaque avec ses chaînes, mais l'eau devant eux gèle, stoppant son attaque. Elle utilise alors ses chaînes comme une perceuse pour passer, mais l'enfant gèle ça aussi, lui arrachant ses chaînes. Elle court alors vers l'autre sortie, mais l'eau commence à inonder la station, et elle finit par se noyer avant d'envoyer un message à Kaname pour de l'aide. Du côté de Kaname, il décide d'aller l'aider, et Ryuji le rejoint avec son arme. Shuka dit qu'elle les aidera depuis le toit en tant que sniper, tandis que le fleuriste tiendra le fort. Kaname et Ryuji sortent et notent que l'emplacement de Shuka n'est qu'à 5 minutes à pied. Alors ils commencent à marcher prudemment vers elle, sans anneau en main. Ils notent qu'il ne reste que 168 joueurs sur les 300 d'origine, et que ça ressemble à un événement chic où tout Shibuya leur appartient, avec des normies autour. Kaname parle à Ryuji de son sigil et dit qu'il ne peut copier que des armes de base et que des objets comme les smartphones et les voitures sont hors de sa portée. Il lui demande pourquoi il joue et quel est son sigil. Ryuji répond qu'il est là pour gagner, l'argent étant son but, et que son sigil est nul, mais lui permet de voir si quelqu'un ment. Il maudit ensuite Riot pour leurs problèmes d'équilibrage, et ils arrivent près de la station de métro, retrouvant le gamin aux cheveux blancs. Ryuji leur dit d'arrêter de se cacher et de sortir, sinon le cinglé à côté de lui leur lancera une grenade. Le gamin sort, et Kaname remarque qu'il a l'air encore plus jeune que Rin. Pendant ce temps, en parlant de Rin, elle trouve un code QR sur l'anneau, et le scanne avec son téléphone pour obtenir un code numérique. Le fleuriste arrive aussi, et il scanne tous les anneaux pour trouver différents numéros, tandis que certains anneaux ont les mêmes codes, ils y réfléchissent, et décident que le vrai trésor de cet événement est autre chose, et qu'ils auront besoin de tous les types d'anneaux pour obtenir le code complet et percer ce mystère. D'un autre côté, le gamin dit à Ryuji qu'ils n'ont pas d'armes, et qu'ils ne les attaqueront pas. Ryuji confirme qu'ils disent la vérité, et ils passent devant eux pour aller à la station de métro. Le gamin leur dit de ne pas y aller, car cela pourrait être dangereux, et Ryuji note qu'elle leur cache quelque chose, car elle sait pertinemment qu'il y a un danger là-bas. Après avoir atteint l'escalier, il constate que tout l'endroit est inondé. Kaname décide d'aller chercher Shuka, et dit à Ryuji que s'il ne revient pas dans 5 minutes, il peut donner ses anneaux au gamin et retourner à l'hôtel. Une fois qu'ils sont partis, Ryuji pointe son arme sur le gamin et leur dit qu'ils ont déjà menti une fois et qu'il ne veut pas avoir le sang d'un enfant sur les mains. Il leur dit de lui raconter tout ce qu'ils savent sur l'eau dans la station, mais le gamin utilise sa faucille et l'attaque avec l'eau d'une bouche d'incendie sur le bord de la route, puis gèle sa gâchette et s'enfuit. Mais Ghost décide de les poursuivre, car il est sûr qu'ils ont quelque chose à voir avec l'inondation et qu'ils doivent détenir des informations importantes. Le gamin court à l'intérieur d'un bâtiment et se cache, et il s'avère qu'il souffre d'un trouble de la personnalité multiple. C'est le corps d'une fille nommée Sui, qu'elle partage avec l'âme de son frère, Shoda. Shoda possède le sigil de glace, tandis que Sui a celui de l'eau.
Elle ne veut tuer personne, mais Shoda est plus réaliste et sait qu'ils doivent obtenir les anneaux s'ils veulent survivre à cet événement. Ghost leur dit de sortir car il veut leur parler, mais Shota répond « Bien sûr mon pote, on ne tombera pas dans le panneau » et commence à parler à Sui de la façon mais Ghost de esquive vaincre l'équipe le de glace cas. juste à temps, Elle et commence à tirer au hasard pour les faire sortir et utilise Shota son élabore un sigil plan et utilise pour son téléphone déplacer comme l'eau l'eau des égouts pour attirer Ghost à l'intérieur à du côté magasin. de lui. Il se dirige vers le rayon des boissons et trouve le téléphone par terre. Il se demande ce que le gamin mijote, mais soudain, il est trempé par l'eau des bouteilles et gelé instantanément. Shota s'approche de lui et dit que c'est la fin, mais Sui lui arrête la main et dit qu'elle ne veut pas vivre si cela signifie qu'elle devra tuer quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, Kaname nage dans l'eau glacée et tombe sur le mur de glace qui emprisonne Shuka. Il fait un trou dans le mur avec son arme, puis utilise son application pour trouver Shuka et la sauve en nageant à la surface de l'eau. Il essaie de la ramener à la raison, mais elle est inconsciente. Il se demande ce qu'il doit faire, puis tente de lui faire un massage cardiaque, ce qui la ramène enfin à elle. Quand elle se réveille, elle embrasse Kaname pour l'avoir sauvée et le remercie d'être venu. Après cela, elle lui dit qu'elle joue à ce jeu pour venger ses parents et tuer leur meurtrier. En plus de cela, elle veut aussi trouver et punir le créateur de ce jeu pour avoir joué avec la vie des gens. Kaname est d'accord et dit qu'il est content qu'elle partage certains de ses objectifs, y compris l'idée de botter le cul au créateur de ce stupide jeu. Après cela, il utilise son sigil pour lui créer des chaînes. Et elle utilise ses pouvoirs pour les faire sortir de la station de métro. Bientôt la nuit tombe et Wang prépare des bombes et des armes avec plus d'hommes pour envahir l'hôtel. Pendant les préparatifs, il scanne aussi le code QR sur les anneaux et se demande comment le jeu est gagné. C'est alors que la deuxième étape de l'événement commence, avec plus d'anneaux apparaissant sur la carte, et Wang décide de lancer enfin son attaque sur l'hôtel. Avec de nouveaux anneaux apparaissant sur la carte, y compris des diamants et des émeraudes, tout le monde se remet en action, et des combats éclatent partout. Kaname envoie un message à Rin à propos de la situation, et elle lui parle des codes QR, et lui demande de lui envoyer le code de l'anneau d'émeraude qu'ils ont obtenu de Sui. Kaname s'exécute, et Rin dit qu'elle obtiendra le code de l'anneau de diamant pour avoir le code complet. Pendant ce temps, Shuka et Sui se confrontent, et Sui s'excuse pour ses actions. Elle révèle qu'elle abandonne cette histoire de combat, et qu'elle ne veut pas vivre au point de tuer les autres. Shuka teste ses dires avec une attaque, mais lui pardonne ensuite parce que ses bêtises les ont rapprochés, elle et Kaname. On parle d'une perverse masochiste, n'est-ce pas? Après cela, Sui utilise son sigil pour sécher leurs vêtements, et leur dit qu'elle est assez mauvaise pour utiliser ses pouvoirs, et que son frère est plus doué avec son sigil de glace. En entendant tout cela, Shuka décide d'inviter Sui dans leur clan et lui dit qu'elle n'a pas besoin de se battre ou de tuer d'autres personnes si elle ne le veut pas, et qu'elle peut les aider en faisant la lessive et le ménage. Parlant comme une vraie propriétaire d'esclaves, Sui accepte l'invitation et leur clan commence à prendre une bonne forme. Ghost dit qu'il est d'accord avec tout, tant qu'il peut éliminer Wang. Kaname le regarde et lui dit de ne pas oublier que leur objectif principal est de survivre et non d'assassiner Wang, et qu'il devrait s'en souvenir. Il se demande même ce qu'il devrait faire à partir de maintenant, puis reçoit le message de Rin avec le code final. Il dit à Shuka qu'ils vont abandonner tous leurs anneaux et partir à la recherche du vrai trésor du jeu, dans le but de mettre fin à cet événement et de le gagner. Il transmet le plan à Rin et leur dit de s'échapper de l'hôtel et de les rejoindre. De retour à l'hôtel, Rin parle à Hiraji du plan de Kaname et dit qu'elle va partir car ils n'ont aucune chance de s'attaquer seuls à 20 ou 30 membres du 8e. Hiraji dit qu'il a une jeune fille de son âge qui est vraiment malade. Il a besoin de beaucoup d'argent pour ses frais médicaux et il va donc terminer le jeu avec les anneaux qui valent des points confirmés plutôt qu'une probabilité de trésor. Il la laisse partir et reste à l'hôtel avec les 20 anneaux, posant plus de pièges pour les barbares en bas. Les hommes de Wang entrent et commencent à attaquer les plantes avec des bombes, leurs nouveaux membres, Sig, les dirigeant avec son sigil de manipulation du feu. Il dit qu'ils prendront l'escalier au lieu des ascenseurs, car ils seraient pro-piégés, mais ajoute que cela aurait été le cas s'ils n'avaient pas été là. Après cela, il entre dans un ascenseur et dit qu'il va le tester et qu'ils pourront le suivre une fois qu'il aura dégagé les pièges en chemin. À l'intérieur de l'ascenseur, il est attaqué par des lianes végétales du plafond, mais il utilise sa faucille pour les rôtir toutes et les transformer en légumes cuits. Après avoir atteint les étages supérieurs, il scanne la zone et remarque qu'ils ont dispersé tous les anneaux à ces étages et ont peut-être abandonné l'endroit pour sauver leur vie. Il envoie un message à ses camarades de clan et leur dit de prendre le même ascenseur et que c'est déjà dans la poche. Ces hommes décident de prendre 2 ascenseurs pour monter ensemble. Mais dès que l'autre ascenseur descend, ils sont surpris de voir Hiraji sortir de son armure de bois et commencer à les battre comme un fou. Il en attrape un et dit à tous les autres de lui dire où était Wang. Mais ils s'avèrent être des idiots décérébrés et se font exploser sans se soucier de leur vie. Finalement, Hiraji les vainc tous et retourne dans l'ascenseur pour s'occuper de Sig à l'étage. Sig se demande ce qui prend tant de temps à ses potes, mais il est surpris de voir Hiraji arriver dans l'ascenseur, tout ensanglanté et armé.
Il charge son sigil de feu, et tous deux se préparent à s'affronter. Pendant ce temps, Rin réussit à s'échapper en toute sécurité et commence à courir vers Kaname et les autres. En chemin, elle s'interroge sur le but de l'administrateur du jeu et se demande s'ils ont cessé de se soucier de faire connaître leur jeu aux normaux, avec cet événement de grande envergure. Cette pensée mise de côté, elle réfléchit au code qu'elle a obtenu de tous les anneaux. Elle pense qu'au début, elle a eu du mal à trouver la relation entre les codes, mais elle est finalement arrivée à la conclusion qu'ils devaient être triés par ordre de dureté des gemmes. L'indice était que le rubis et le saphir avaient le même numéro, et après les avoir arrangés ainsi, le code révèle les coordonnées du centre de cet événement, la gare de Shibuya. Cela signifie que le vrai trésor doit être caché quelque part à l'intérieur. De retour à l'hôtel, Eraji repense aux informations qu'il a obtenues sur les membres du clan 8e de la part de Ren. Elle lui avait dit de se méfier de deux membres nommés Ki et Sig, qui possèdent un pouvoir télékinétique et le pouvoir de contrôler les flammes. Dans le cas de Sig, c'est un pyromancien rare qui peut s'enflammer entièrement, ce qui le rend le plus difficile à gérer avec son sigil végétal. Eraji essaie de le combattre de front, mais Sig annule ses attaques en le frappant violemment avec son poing ardent, brûlant son armure. Eraji commence à s'enfuir en essayant de le ralentir avec des barricades, mais Sig les traverse simplement comme si elles n'étaient pas là. Il décide ensuite de l'attirer dans un piège avec des grenades cachées dans des lianes, mais avant qu'il ne puisse les déclencher, Ki arrive par la fenêtre derrière lui, utilisant son sigil télékinétique, et le frappe violemment, le renvoyant vers Sig. Pendant ce temps, Sig prépare un puissant coup de poing brûlant et fait un nouveau trou à Eraji, le faisant rejoindre les rangs glorieux de personnes comme Ace, Obito, Rengoku et d'autres. Ses organes détruits, il tombe au sol, tandis que Sig retrouve Ki et le remercie de son aide. Mais juste à ce moment-là, Eraji utilise le pouvoir de l'amour paternel et se ramène à la vie en faisant pomper son cœur par ses lianes et déclenche le piège à bombe. Il utilise cela comme une diversion pour s'échapper, mais n'arrive qu'en bas. Ki protège Sig et lui-même avec ses pouvoirs, puis ils descendent tous les deux pour voir où est passé le jardinier. Ils n'ont pas à le chercher longtemps, car ils le trouvent en train de rendre son dernier souffle près de l'escalier, mais dans ces derniers instants, il leur dit qu'il est heureux, qu'il va voir leur sale gueule morte, et utilise ses plantes pour faire s'effondrer tout le bâtiment. Pendant ce temps, à la gare de Shibuya, Rin note qu'il y a plus de 20 personnes dans le bâtiment, et dit que c'est naturel qu'il y en ait autant, car c'est le centre de cet événement. De plus, même si quelqu'un d'autre connaît les codes, elle est la seule à avoir le code de l'anneau de diamant. Elle se faufile et décide de chercher le trésor seule, mais y renonce dès qu'elle voit Wang et une vingtaine de ses hommes fouiller la zone. Avec moins de 98 joueurs restant dans le jeu, elle note qu'il a dû appeler des membres de clans extérieurs au jeu, il n'y a aucun moyen pour elle de chercher le trésor avec eux dans les parages. Malgré tout cela, elle fait confiance à ses camarades de clan et décide de chercher plus d'informations quand même. Elle se faufile et continue d'avancer, mais elle est alors littéralement reniflée par l'un des membres du clan qui a un odorat de loup. Il sent la fille, et je sais que chacun d'entre vous qui regarde se demande ce que ça fait, bande de pervers. Quoi qu'il en soit, Rin utilise sa faucille pour leur échapper et se fraye un chemin à travers de nombreuses personnes et finit par prendre de la distance en sautant les voies de train. Après cela, elle commence à courir à l'étage et utilise sa capacité pour s'échapper, mais à sa surprise, Wang apparaît soudainement devant elle de nulle part et il la capture immédiatement. Il lui demande tout ce qu'elle sait sur le trésor, mais elle dit qu'elle ne sait rien et qu'elle n'a même pas d'anneau à lui donner. Il la regarde comme un méchant d'anime typique, puis lui rappelle sa position en lui brisant le bras gauche. Il lui demande à nouveau, et Rin dit qu'elle va parler, et commence à lui raconter une histoire de poison chinois ancien, où ils mettent des créatures venimeuses dans un pot, et les laissent se battre jusqu'à ce qu'une seule survive, et celle-ci est censée être la plus venimeuse de toutes. Elle lui demande ensuite si cela ne lui rappelle pas lui-même, le roi du venin. Mais apparemment Wang n'est pas un fan de Marvel, et il se met en colère et dit qu'il lui coupera les doigts un par un, jusqu'à ce qu'elle lui dise tout ce qu'elle sait sur le trésor de l'événement. C'est alors que la chaîne de Shuka frappe au-dessus d'eux avec une grenade flash, étourdissant tout le monde, lui permettant de secourir Rin et de la ramener à leur côté. Elle remercie Kaname et les autres d'être venus à son secours, et ils se retrouvent tous face à face avec Wang et son clan. Kaname dit qu'ils ont des informations importantes sur l'événement, et qu'ils aimeraient négocier avec eux, ou bien ils peuvent choisir de se battre et de mourir. Les amis de Wang se mettent à rire de leur proposition, et disent donc que le 8e clan ne fait que prendre et prendre, et qu'ils les tueraient tous et en laisseraient un pour cracher tout ce qu'ils savent. Sur ce, ils commencent tous à se battre, Ryuji tirant sur eux avec sa mitrailleuse, et ils ripostent tous également. Rin prend Kaname et s'enfuit pour trouver le trésor, tandis que Shuka et Sui s'associent pour appeler leurs numéros et les geler tous sur place. C'est alors que Wang apparaît soudainement devant Shuka en plein air et brise ses chaînes, mais Ryuji arrive en force et commence à lui tirer dessus, disant que son véritable adversaire est ici. Il sait que la capacité de Wang lui permet de se téléporter dans un rayon de 5 mètres et qu'il peut aussi couper n'importe quoi à moins d'1 mètre. Cela signifie qu'il est comme un épéiste capable de franchir instantanément un écart de 5 mètres, donc s'il se bat à une distance de 10 mètres ou plus, il aura l'avantage.
Wang le trouve trop agaçant pour un personnage secondaire et envoie certains de ses hommes pour le distraire et le forcer à recharger. C'est alors qu'il utilise sa capacité et apparaît instantanément devant lui, lui coupant la main, le rendant gaucher à vie. Pendant ce temps, Kaname court avec Rin et lui dit de se concentrer sur le déchiffrage du code et de trouver où se trouve le vrai trésor. Il donne à Rin un peu d'espace pour réfléchir, et après avoir fait travailler son esprit pendant un moment, elle utilise la fonction de recherche approfondie de ses capacités et devient un véritable Einstein. Après avoir plongé à l'extérieur de la gare, de son âme, se prépare à faire du sashimi et marmonner un jargon de geek avec Ryuji. Elle finit par le déchiffrer, il ne se laissera pas humilier ainsi, découvre ce que le code signifie avec Wang, et où se trouve le trésor de vie. Mais juste avant que quoi que ce soit ne puisse arriver, Kaname arrive sur les lieux et dit à Wang d'arrêter. Il lui montre une clé et dit qu'il sait où se trouve le trésor et qu'il veut échanger la clé contre sa sécurité. Wang le regarde et lui rappelle que le seul accord qu'ils peuvent avoir inclut de prendre et de prendre, donc ils ne le laisseront pas partir vivant. Ryuji utilise son sigil et découvre que Kaname ment et ne fait que bluffer pour attirer l'attention de Ryuji. Il pense que cela ne fonctionnera pas et que Wang doit payer car c'est lui qui a tué son jeune frère. Wang lui dit qu'il ne le croit pas, mais Kaname pique son intérêt en pointant son arme sur la clé et en disant qu'il la détruira à moins qu'il n'accepte sa proposition. Wang dit qu'il s'en fiche, mais Ryuji note que Wang est en fait intéressé et ment. Il dit que Kaname pourrait mentir et Kaname dit qu'il devra le croire sur parole et qu'il a découvert le trésor en déchiffrant le code des anneaux. Initialement, les anneaux les dirigent vers la gare de Shibuya, mais ils ont besoin du code de l'anneau de diamant pour savoir où le trésor y est caché. Il dit qu'incidemment, le code de l'anneau de diamant est 888001. Quand on le coupe en deux, il devient évident que le 828 fait référence à la statue de Hachiko près de la gare, car Hachi signifie 8. Il a confirmé cela en vérifiant la statue et en y trouvant cette clé. Après cela, il s'est demandé à quoi la clé pouvait servir et après avoir réfléchi au code, il a réalisé qu'elle devait être pour un coffre-fort SECI à la succursale 1 de la Banque nationale. Pendant que Kaname explique le code à Wang, Ryuji utilise son sigil et découvre que Kaname a inventé cette histoire de toutes pièces et qu'il n'y a pas un seul brin de vérité là-dedans. Mais la question est de savoir si Wang va y croire. Pendant ce temps, Wang se demande si tout cela était vrai car cela semble plausible, mais il n'a aucune preuve pour le confirmer. Il pense ensuite aux milliards de yens de récompense des anneaux et se demande ce que pourrait être le trésor pour que tout cela paraisse insignifiant en comparaison. En plus de cela, il y a aussi la rumeur d'obtenir un privilège spécial en remportant l'événement. Et il s'y intéresse. Il dit à Kaname qu'il accepterait sa proposition, mais qu'il n'épargnera que sa vie et que Ryuji est exclu de cet accord. Kaname dit que ça lui va très bien, car il ne s'est associé à lui que pour l'événement, et peu importe qu'il vive ou meure. En entendant cela, Wang se met à rire et dit à Ryuji qu'il était inutile, jusqu'à la fin. Cependant, Ryuji connaît la vérité, Kaname mentait grâce à son sigil. Il note qu'il doit lui créer une ouverture pour qu'il puisse abattre Wang et le remercie intérieurement. C'est alors que Kaname lance la clé vers Wang et dit que s'il ne lui fait pas confiance, il peut vérifier la clé lui-même. Wang ne réfléchit pas et s'avance pour attraper la clé, mais Kaname dit que tout était un mensonge et que ce n'est que la clé de son scooter. Et nous découvrons que le vrai code était pour le casier à côté de lui, et Kaname utilise ce moment pour l'ouvrir et termine le jeu en trouvant le trésor. Une fois l'événement terminé, tout le monde est téléporté loin de l'endroit, les rendant incapables de bouger, ne laissant que Kaname derrière avec une boîte à l'intérieur du casier. Il pousse enfin un soupir de soulagement et ouvre la boîte pour n'y trouver que son smartphone. Le téléphone se met soudain à sonner et il décroche pour trouver l'un des administrateurs du jeu de l'autre côté. Le gars se présente comme le concepteur d'interface de l'application et dit qu'il est en quelque sorte un intermédiaire et lui parle des récompenses qu'il a gagnées pour avoir terminé l'étape. Tout d'abord, il a gagné 10 000 points comme récompense de base, dont la moitié a été distribuée à ses amis. Il a gagné 1237 points supplémentaires pour sa survie, portant son total à 6237 points. Pour information, cela équivaut à près de 4 200 000,0 $ américains. En plus de ces points, l'hôte dit que Kaname a le privilège de voir l'un de ses vœux exaucés par lui, mais les choses impossibles comme ramener les morts à la vie ou devenir immortel sont hors de question. Il lui dit immédiatement qu'il veut quitter le jeu, mais l'hôte ne le permet pas, la raison étant que cela va à l'encontre de ses propres intérêts. L'hôte lui explique les deux façons raisonnables de quitter le jeu, le terminer ou le tuer, et supprimer le jeu entièrement. Après avoir entendu tout cela, Kaname réfléchit à ce qu'il peut demander pour l'aider à traverser ce jeu sans avoir à tuer ou à être tué par d'autres, une sorte de dissuasion pour que les autres ne rejoignent pas le jeu, puis il se prépare à faire sa demande. Après l'avoir écouté, l'hôte accepte sa requête et lui offre, en guise de cadeau d'adieu, le nom de son sigil, dieu du feu de fer. Puis il lui souhaite bonne chance et le téléporte à son tour. Hop! 2 mois plus tard, les chaînes d'infos couvrent l'incident, le faisant passer pour un attentat terroriste ayant causé les dégâts,
affirmant ne rien savoir de ce qui s'est réellement passé. Pendant ce temps, Kaname et ses potes n'ont pas mis les pieds à l'école depuis 2 mois, et le gros Yoda se demande bien où ils ont pu se fourrer, les bougres. Ils décident de rendre visite à Kaname plus tard pour organiser leurs vacances d'été. De retour au manoir de Shuka, elle raconte à Sui l'histoire de 3 petits cochons qui, ayant quitté leurs parents, décident bon bout de vivre chacun dans sa propre maison. Le plus jeune bâtit sa maison en paille. Un loup, passant par là, démolit sa cabane en 2 temps 3 mouvements et dévore le cochon. Ensuite, il s'attaque au deuxième, dont la maison était en bois. Il y met le feu, puis déguste le cochon rôti à l'intérieur. Miam! Finalement, il se rend à la maison de briques, armé d'un marteau géant, défonce les murs et mange aussi le dernier gros cochon. Sui en tire la morale, quoi qu'il arrive, si tu es un cochon, tu finiras dévoré vivant. Donc ne sois pas un cochon, c'est clair. Shuka lui dit qu'elle se trompe. La vraie morale, c'est que si elle cherche une maison, elle ne devrait pas la faire avec des matériaux fragiles comme la Pendant paille, qu'on se demande tout ce qu'elle était le cette bois histoire, ou la brique, elle commence à chercher des bâtiments mais pour plutôt leur clan, s'offrir un se vrai demandant s'il ne bâtiment faudrait pas moderne éliminer le 8e pour en clan, faire leur car il château. pourrait devenir un problème. Un peu de bon Pendant sens, ce temps, quoi. La fille d'Eraji reçoit la visite d'un type de l'assurance qui lui remet un chèque de 300 millions de yens et lui présente ses condoléances pour le décès de son père. Un vrai pro du chagrin, ce monsieur. Elle refuse d'accepter cette réalité et lui dit de déguerpir. L'homme sort, croise Rin et lui demande si elle pourrait gentiment le présenter à Kaname. Mais elle lui répond qu'elle n'est pas sa manageuse personnelle et qu'il peut très bien aller le voir lui-même, dans son clan. Non mais... Après son départ, la fille d'Oraji se précipite dehors et bouscule accidentellement Rin. Elle s'excuse, puis lui parle du type de l'assurance. Rin se présente comme une courtière en information, l'analyste, et lui dit que si elle veut savoir quoi que ce soit sur son père, elle peut la contacter, un vrai détective privé, mais en plus stylé. Après ça, Suzum, la fille d'Araji, lui montre le chèque et demande s'il est vrai. Rin lui conseille de l'apporter à la banque pour vérifier par elle-même. Et pour ceux qui se posent la question, ça fait environ 2 millions de dollars américains. Pas mal, hein? D'un autre côté, au club de boxe Danjo, Ryuva se fait soigner et retrouve sa main grâce à Kit, la femme du propriétaire, Danjo. Ce dernier explique que c'était une partie de l'accord avec Kaname et précise que son club est un dojo de kickboxing, tout ce qu'il y a de plus normal, mais qu'il compte aussi environ 26 joueurs du D-Game. Une ambiance très familiale donc. D'ailleurs, sa raison de rejoindre le jeu était d'obtenir les pouvoirs d'un sigil. Et maintenant il est assez fort pour démolir des chars, un par un sans sourciller. Après ça, il s'approche de Kaname, qui a l'air un peu plus musclé qu'avant, le bougre. Inukai l'aide à s'entraîner, Danjo lui dit qu'il a rempli leur accord en soignant Ryuga et en l'aidant à devenir plus fort. Ils peuvent donc maintenant discuter de la proposition qu'il a faite il y a 2 mois. Kaname accepte, et en tant que chef de clan, souhaite former officiellement une alliance entre leurs clans. Danjo dit qu'il est d'accord avec ses objectifs et son éthique, mais une alliance exige que les 2 parties en bénéficient. Stoven veut se battre en 1 contre 1 pour voir s'il est digne de former une allégeance avec eux. Pour une fois, Kaname est excité à l'idée d'un combat et accepte le défi. Pendant ce temps, Yoda se rend chez Kaname pour le voir, mais il trouve Ki du 8e clan, qui lui demande s'il est l'ami de Kaname, et dit qu'il aimerait lui parler un moment. Une rencontre inattendue, dis donc. De retour au club de boxe, Danjo et Kaname se préparent à s'affronter dans une arène souterraine. Il s'avère que Danjo est le joueur de rang 4 au classement du D-Game. Il a remporté un des événements majeurs, obtenant le privilège d'organiser des matchs d'exhibition avec des sigils en échange de points pour son dojo. Un sacré coup de maître. Il a l'air d'un type bien, mais il veut s'assurer que Kaname est un allié digne de ce nom et lance leur duel sans limite. Les seules règles, minimiser les dégâts au bâtiment et ne pas s'entretuer intentionnellement. Facile, non? Sur ce, Kaname débute le match en activant son sigil pour créer une mitrailleuse. Mais Danjo charge comme un taureau, tentant de l'enfouir sous terre d'un lourd coup de poing venu d'en haut. Kaname bondit en arrière pour esquiver, se souvenant de la façon dont Piccolo entraînait Gohan. Ah, les bons vieux souvenirs. Là-dessus, il riposte en lui lançant quelques grenades. Mais Danjo les encaisse comme un roc, sort de la fumée avec un autre coup de poing dévastateur qui brise le sol sous leurs pieds. Kaname continue de fuir, tentant de le repousser avec un pistolet, mais Danjo réduit la distance et essaie de lui arracher son arme d'un coup de poing. Kaname réagit en créant une lame et tente de le frapper. Danjo recule et demande si c'était son arme secrète. Kaname lui répond qu'il en a bien d'autres en réserve, et de bien plus belles. Après ça, il crée un pistolet mitrailleur Scorpion et commence à lui tirer dessus sans relâche. Danjo se met à couvert derrière son pilier de ciment et le complimente pour sa polyvalence. Pendant ce temps, le public, composé d'Inukai, Kid, Ryuga et Rin, observe. Rin remarque à quel point Kaname est devenu fort en si peu de temps. Ryuga ajoute qu'il ne sait pas non plus tourner les pouces pendant que sa main guérissait, et qu'il a présenté Kaname à un trafiquant d'armes pour qu'il mette la main sur ses joujoux. Il s'avère que Rin est au courant de tout, et dit que si c'est bien, Kaname a déjà abattu toutes ses cartes, alors que Danjo n'a même pas encore activé son sigil. C'est alors que Danjo se précipite derrière un énorme bloc de pierre. Il le ramasse, s'en sert comme bouclier et le lance sur Kaname pour le mettre à terre. Kaname tombe et Danjo en profite pour le maîtriser, déclarant que c'est la fin. Mais Kaname crée une grenade dans sa main
et dit qu'il va les faire exploser tous les deux. Un coup de bluff audacieux. Cela pousse Danjo à relâcher sa prise et à activer son sigil, qui rend son corps super dur. Soudain, la grenade explose, révélant n'être qu'une bombe flash. Kaname en profite pour s'éloigner, puis pointe ses armes sur sa tête, déclarant qu'il est prêt pour la suite. Danjo se relève et dit qu'il reconnaît Kaname comme son égal et accepte de former une alliance. Mais il ajoute qu'il semble qu'ils soient tous deux prêts à s'amuser encore un peu dans ce combat. C'est alors qu'une fille masquée d'un renard apparaît soudainement devant eux et les tranche tous les deux. Kaname pense que c'en est fini pour lui, mais tout semble normal. Danjo la reconnaît comme Liu, la joueuse de rang 1, et dit que c'était son attaque à l'épée d'énergie. Liu dit qu'elle aime Kaname et qu'elle a gagné un pari sur lui lors du dernier événement majeur. Elle déclare avoir décidé de le prendre pour elle et le kidnappe purement et simplement du dojo, assommant ses amis avec sa technique d'épée d'énergie. Après cet incident, Rin et Ryuga retournent chez Shuka et lui racontent, ainsi qu'à Sui, toute l'histoire. En bonne maman gaga qu'elle est, elle déclare qu'elle ne tolérera pas ces bêtises. Elles iront secourir leur chef, car elle est la seule à pouvoir avoir Kaname comme esclave / animal de compagnie. Tous sont d'accord et se lancent à leur poursuite, grâce à la fonction de recherche du téléphone de Shuka. D'un autre côté, dans la voiture de Liu, elle a les mains de Kaname ligotées et lui dit qu'elle veut l'entraîner pour en faire un grand assassin, car elle voit en lui un immense potentiel. Après ça, elle baisse les yeux et révèle qu'elle vient d'un clan d'assassins vieux de 2000 ans. Rien que ça. Kaname la trouve folle et dit qu'elle doit être stupide de croire qu'il accepterait une telle proposition. Après tout, Shuka est déjà assez folle pour toute une vie. Le vieil homme à l'air riche de tout à l'heure s'avère être son majordome, Saiming. Il lui dit qu'il semble qu'il soit poursuivi. Liu utilise le téléphone de Kaname pour appeler Shuka et lui dit de leur ordonner de se retirer car elle est sûre qu'il sait qu'ils ne peuvent pas la vaincre. Elle approche le téléphone de sa bouche et, à sa grande surprise, il leur dit de foncer dans la voiture ou n'importe quoi, mais de l'arrêter coûte que coûte. Liu avoue qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit du genre à ne jamais abandonner, mais ce n'est pas quelque chose qui lui déplaît, au contraire. Kaname dit qu'il est allé si loin sans tuer personne et qu'il n'y a aucune chance qu'il prenne des ordres de quelqu'un qui ne sait que tuer les autres. Il lui dit ensuite qu'il rejoindrait son clan ou deviendrait son mari ou n'importe quoi si elle parvient à se sortir de cette situation sans tuer aucun membre de son clan. Pendant ce temps, Shuka et les autres se rapprochent de leur voiture. Rin tente de tirer sur leur véhicule avec son sniper, mais il s'avère être par balle. Elle dit qu'ils devront finalement leur foncer dedans. Elle demande ensuite à Sui de lancer une bataille de clans contre Liu, d'utiliser le mode de dissimulation du D-Game, et ils commenceront à se rapprocher. Shuka grimpe sur le toit de la voiture avec ses chaînes et se prépare à l'attaque. Mais Liu réagit en sortant, et en montant elle aussi sur le toit. Shuka commence à l'attaquer, mais Liu l'arrête net avec son épée d'énergie. Mais à sa grande surprise, Shuka se remet immédiatement de l'état de mort induit par la technique et continue de la combattre. Liu dévie toutes ses attaques de chaîne avec son épée, et elles reculent toutes les deux après un duel qui se solde par une impasse. Après cela, elles continuent de se battre. Shuka parvient à faire tomber Liu du toit, mais il s'avère que Liu l'a fait exprès, pour placer une arme dans la voiture de Shuka et faire en sorte que le pneu cesse de tourner. Une ruse bien pensée. Ryuga essaie de reprendre le contrôle de la voiture, mais il commence à perdre du terrain. Shuka saute, mais il semble qu'elle n'y arrivera pas. C'est alors que Kaname intervient, lançant quelques conteneurs remplis de liquide. Shuka utilise ses chaînes pour les faire exploser, et Shota, avec son sigil, gèle le pneu de Liu, le faisant éclater. Les deux voitures s'arrêtent, et les passagers en sortent. Kaname déclare sa victoire, mais Liu demande si c'est bien le cas, car elle est là, et Shuka est suspendu au loin. Mais Simon intervient, et dit qu'ils ont perdu parce que leur voiture est cassée, et s'il va changer le pneu, Shuka serait libre de bouger, et Liu ne pourrait pas prendre Kaname sans la tuer. Liu est un peu déçu, mais accepte et déclare la victoire des corbeaux du crépuscule. Kaname lui dit alors de former une alliance avec son clan si elle veut travailler avec lui. Elle répond qu'elle ne se souvient pas avoir jamais promis quoi que ce soit de tel. Ah, la mémoire sélective. Après ça, elle dit qu'elle rejoindra plutôt son clan et jugera par elle-même s'il est un homme digne d'elle. Évidemment, personne n'est ravi, surtout Shuka, mais notre Kaname l'autorise à condition que si Liu devait les trahir un jour, elle le trahirait lui en premier avant de nuire à tout autre membre du clan. Liu promet, et c'est ainsi que les corbeaux du crépuscule accueillent Liu et Saiming comme nouveaux membres. Un harem un peu trop puissant, non? Pendant ce temps, Wang et son clan ont mis la main sur Yoda et l'ont privé de sa capacité à jouer de la guitare en lui coupant tous les doigts. Ils enregistrent un message vidéo et l'envoient à Kaname, lui disant de venir les rencontrer, sinon son ami perdra ensuite la capacité de marcher. Kaname reçoit la vidéo et perd complètement la tête. Il pense être responsable de l'enlèvement du pauvre Yoda, qui a maintenant perdu tous ses doigts. Comment diable va-t-il faire pour trouver une petite amie maintenant? Il se met à frapper le mur, enragé, mais Ryuga le calme et lui dit d'y réfléchir rationnellement. Ils envoient Tonnerin recueillir des informations sur la cachette de Wang. Elle obtient des renseignements de son ami Kotori, du clan de la Couronne de Glace.
Kotori révèle qu'il se cache d'Untail dans un entrepôt près de la baie et qu'il leur reste environ 12 à 15 membres. Parmi eux, le chef Wang et Ki sont des utilisateurs de sigil notables, tandis qu'il n'y a aucun signe du démon de flamme Sig. Rin se demande si Eraji a finalement éliminé Sig, puis retourne à leur base pour élaborer un plan. Avant de partir, au lieu de point, Kotori fait une requête. Elle veut rejoindre leur clan. Rin dit qu'elle ne pense pas que ce serait juste, mais qu'elle transmettra quand même la demande au chef. Plus tard ce matin-là, Wang attend l'arrivée de Kaname, et observe son gros ami pleurer par terre, les mains sans doigts. Il dit qu'il sait que Kaname est une âme sensible qui ne laissera personne mourir à cause de lui, donc peu importe si ce gros est un étranger qu'il ne connaît même pas. Soudain, un membre du clan arrive et lui dit qu'ils sont encerclés par les flics et le SWAT. Wang se demande pourquoi cette chair à canon est là et envoie Ki s'occuper de tous. Après ça, il se rend lui-même à l'entrée arrière et fait du sashimi avec les flics qui tentaient de s'infiltrer par derrière. Pendant ce temps, Shuka suit le plan et dépose silencieusement un téléphone devant Yoda. Kaname est en ligne de l'autre côté et lui dit de cliquer sur le lien pour rejoindre le jeu de Darwin et de le faire même s'il doit utiliser sa langue, son nez ou ses pieds. Yoda essaie, mais finit par couper accidentellement l'appel. Après ça, il essaie encore et parvient finalement à cliquer sur le lien, obtenant son propre sigil. Il s'avère que c'est un pouvoir surpuissant pour déplacer les choses par la pensée et il l'utilise pour se libérer. Bientôt, un membre du clan s'approche de lui pour l'abattre, selon les ordres de Wang. Mais Yoda le projette comme une poupée de chiffon et pense que Kaname voulait qu'il utilise ce pouvoir pour s'échapper. Il commence à semer le chaos à l'intérieur jusqu'à ce que Wang entre et lui montre qui est le vrai patron. Au même moment, Kaname pense que Yoda n'a rien pu faire et décide de foncer avec la voiture dans le bâtiment pour le secourir par la force. Il dépose Rin et Sui et fonce droit vers la porte d'entrée, mais s'arrête devant qui se tient là. Il s'avère qu'ils ont aussi Inukai en renfort. Il descend et dit qu'il s'occupera de Ki lui-même. Sur ce, Ryuga et Kaname entrent pour secourir Yoda. Dehors, Inukai affronte Ki et révèle qu'il sait tout de lui. Il était demi-finaliste d'un championnat All Japan de karaté et il aurait même gagné s'il n'avait pas accidentellement tué son adversaire pendant le match. Il dit ensuite qu'aujourd'hui, il a tué des flics et qu'il ne comprend pas pourquoi une personne comme lui déciderait de jouer le rôle du toutou de Wang. Ki répond qu'il ne comprendra jamais à quel point Wang est un grand homme et explique qu'après cet accident, il a été considéré comme un criminel par la famille de son adversaire. Il a arrêté le karaté et la douleur ne s'est jamais estompée. C'est alors que Wang l'a éclairé de sa sagesse tirée du guide du sashimi de Wang Chang janvier 2001, lui disant qu'il souffrait parce qu'il n'avait tué qu'un seul homme et que dans de telles situations, il fallait tuer davantage, car la mort dilue la mort. Et puis, quand il a commencé le D-Game, sa douleur et son agonie ont disparu, exactement comme Wang le lui avait dit. On parle de quelqu'un qui a des briques à la place du cerveau, là. Après avoir écouté ce crétin, Inukai note que son QI a chuté de 2 points, et il décide de passer directement au combat. Il le défie officiellement, via l'application du jeu, et commence le combat par un coup de pied. Mais Ki le bloque avec un coup de poing, 2 champs de force. Inukai recule, se demandant à quel point ce type est fort, puis met ses lunettes et active son propre sigil. Il s'avère que son sigil est la super vitesse. Il met donc ses lunettes et se déchaîne sur Ki avec ses combos d'arts martiaux ultra rapides. Pendant ce temps, Rin élimine certains membres du clan et guide Sui pour qu'elle utilise son sigil et déplace l'eau de l'océan, permettant à Shota de geler les membres restants avec de la glace. Après s'être occupé de la chair à canon à l'extérieur, ils se dirigent vers le point B. Il semble qu'ils remporteront une victoire complète sur le 8e clan cette fois-ci. Pendant que tout cela se passe dehors, Kaname et Ryuga se retrouvent face à face avec Wang et certains de ses hommes. Ils lui demandent où est Yoda. Wang répond qu'il a déjà renvoyé son ami. Il lui dit ensuite de se retourner et de regarder. Kaname se retourne et trouve une boîte derrière lui, d'où s'écoule du sang. Il l'ouvre avec une expression d'horreur pour y découvrir les fesses coupées de Yoda, fourrées à l'intérieur. Il se met à pleurer pour son ami puis se souvient de toutes les personnes mortes sous sa garde. Il arrête soudainement de pleurer. Wang pense l'avoir enfin brisé. Il recule et dit à ses hommes de les achever, car ce n'est plus amusant. Mais Kaname se retourne soudainement et abat ses hommes avec une arme, marquant ainsi son premier meurtre direct dans la série. Cela surprend tout le monde. Kaname dit qu'au début, il pensait que tout le monde dans le jeu était forcé de tuer pour ne pas mourir. Mais qu'en réalité, Wang et ses hommes n'étaient que des ordures humaines qui tueraient les autres, qu'ils jouent au jeu ou non. Avec cette prise de conscience, il abandonne sa nature douce et abat froidement quelques autres hommes avant de dire à Wang de reprendre ses esprits et de se battre sérieusement. Wang, agacé par son expression confiante, lui saute dessus avec son pouvoir mais se fait poignarder dans le dos par Shuka. Elle dit que c'est un cheval à un seul tour, qui ne sait se battre qu'avec le même combo éculé, et la tire sur le toit. Pendant ce temps, les hommes de Wang les encerclent avec leurs armes, mais Kaname porte son armure scénaristique en ce moment, et on sait tous ce que ça signifie pour les PNJ d'en face. Il les massacre purement et simplement, comme du bétail, puis laisse Ryuga achever les survivants.
C'est l'un des moments les plus marquants où l'on voit le potentiel d'assassin en Kaname dont Liu avait parlé. D'un autre côté, Shuka saute à l'intérieur de l'entrepôt et se cache de Wang. Ce dernier descend et la provoque en insultant Kaname. En l'entendant cracher ses fantasmes dégoûtants, Shuka sort et lui demande si sa mère l'a chié et a oublié de tirer la chasse d'eau. La voyant se tenir devant lui, Wang dit qu'il a aussi fait ses recherches sur elle et qu'elle est une rancœur comme lui. Il dit que son sigil lui permet de contrôler ses chaînes, puis saute en avant pour l'attaquer de front. Shuka l'attaque avec ses chaînes, mais il les coupe simplement avec son sigil. Mais au lieu d'avancer, il tombe la face la première sur le sol et remarque sa jambe coupée gisant par terre. Il se met à pleurer comme une madeleine et dit qu'il va la tuer, puis utilise sa technique de téléportation et apparaît derrière Shuka. Il utilise ensuite sa faucille pour la tuer, en lui tranchant le cou, mais tombe en arrière, sa propre main sur le sol, se demandant ce qui s'est passé. Il se creuse la tête, pensant à un bug du jeu ou à un nouveau sigil supérieur à son propre sigil de découpe spatiale. Shuka se retourne et lui demande s'il est prêt à perdre les 2 derniers membres qui lui restent. Il remarque alors que tout l'entrepôt est couvert de pièges à fils. Shuka révèle qu'elle avait installé ses fils fins et solides à l'avance et que c'est Wang lui-même qui s'est coupé les membres en s'approchant d'elle. Il dit qu'il est impossible de couper des os avec des fils, elle répond que c'est vrai, mais que son sigil lui permet de contrôler tout matériau filiforme, y compris les fils, les cordes et ses chaînes. Elle l'a utilisé pour faire vibrer les fils, comme une scie sauteuse électrique, pour le découper comme du beurre. Après ça, elle l'attache avec des fils et lui demande s'il est prêt à mourir. Mais Wang utilise son coup secret et échange sa place avec Shuka, la piégeant dans les fils et se libérant. Sauf qu'en fait, ça ne change rien, car c'est elle qui tient les extrémités des fils, et pour punir ce petit malin, elle lui coupe aussi l'autre jambe, histoire de bien lui faire comprendre la leçon. Avec une seule main restante et Shuka qui s'approche pour le découper, il utilise son saut à pleine puissance et pour la première fois de sa vie, réussit à se téléporter à 100 mètres dans le ciel. Il utilise ensuite sa capacité à nouveau pour amortir sa chute et se félicite d'être, après tout, le héros principal de ce jeu, ayant réussi à échapper à la mort, non sans mal. Mais alors, il lève les yeux avec effroi, car Ryuga et Kana pourraient bien s'approcher et lui demander s'il est prêt à mourir. Wang commence à se faire dessus et déclare qu'il accepte la défaite, envoyant plus de 1800 points à Kaname. Malheureusement pour lui, Kaname lui dit que ce n'est pas du tout suffisant pour le laisser en vie, et révèle qu'il a utilisé son privilège pour accéder à une fonctionnalité spéciale de poker qui lui permet de miser ses jetons sur un combat et de modifier sa mise à tout moment pendant le match. Il explique ensuite que ça fonctionne comme au poker. S'il fait un tapis, ses adversaires y sont obligés de suivre, et pour cette bataille, il a gagné plus de 8000 points, ce qui signifie que son clan est foutu. Il reçoit tous les points des 8 membres du clan, les laissant complètement fauchés. Et comme chacun sait, dans la théorie de Darwin, l'évolution est une réalité, et de nos jours, l'argent est roi, n'est-ce pas? Sans aucun point restant, tout son clan perd la partie, et tous sont téléportés pour être découpés morceau par morceau. Quelques jours plus tard, après toutes ces péripéties, les Sunset Ravens achètent un immense bâtiment pour leur clan et commencent à conquérir les zones environnantes, comme leur territoire. Ils s'emparent de tout le territoire de Wang. Ils ne tuent qu'en cas de nécessité, laissant les contrevenants en vie avec des blessures à vie pour faire passer leur message, et bientôt leur influence s'étend au-delà de Shibuya, purement toute la région de Kanto. Simplement, c'est le premier pas de Kaname et Shuka pour mettre fin à ce jeu insensé, et ils décident de continuer à grandir jusqu'à trouver le créateur de ce jeu et lui loger une balle dans la tête. Et c'est ainsi que la première saison de Darwin's Game s'achève.